Hola, c'est Gloria. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose de découvrir les chapitres de mon livre à travers des lectures avant de dormir. Chaque fois, je te lirai un passage de ce roman d'histoire, de mystère et de découverte. Grâce à ma chaîne, tu pourras t'endormir en écoutant le déroulé captivant du secret sur l'identité de Cécile. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et pour passer des nuits paisibles en écoutant ces histoires passionnantes. Je t'invite également à laisser tes impressions et tes questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les vidéos à venir. Allez, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. Valongo, située à la lisière de la chaîne de montagnes boisées de la Serra de Santa Justa et des vignobles, était une région pittoresque du Portugal continental qui respirait l'histoire et la tradition. Avec ses églises éblouissantes de boiseries dorées et de tuiles vernissées, son hôtel de ville de style néoclassique du début du XIXe siècle. Sa cuisine était également un véritable joyau. Ses desserts traditionnels, immodérément sucrés, communément concoctés avec des résidus de pain, la sopa seca, pain aromatisé à la cannelle trempé dans le porto, le pudding mélangé à du lait, des œufs et du sucre, sans parler des doces brancos décorés avec un glaçage au citron, étaient tous des exemples de la richesse culinaire de la région. Outre ses traditions boulangères aux saveurs célestes, son vinho verde produit dans les vignobles environnants, léger et frais, accompagnait parfaitement les fruits de mer. Brun, le regard vif, authentique fils de ce terroir, le jeune homme était à l'aube de ses 20 ans. Un courrier des forces armées arriva un matin, l'informant qu'il devait se rendre au poste de recrutement de la région pour passer des tests de sélection. Pour lui et pour beaucoup d'autres jeunes hommes, principalement de milieux ruraux, ces tests étaient l'occasion de gagner des compétences et de vivre des expériences enrichissantes telles que la solidarité et la camaraderie. En tant que futur citoyen, il était conscient de l'importance de remplir son devoir et de contribuer à la société dans laquelle il vivait. Ainsi passa-t-il l'inspection avec succès et obtint de ce fait l'autorisation requise pour effectuer son service militaire. Travail et apprentissage intensifs se prolongèrent sans relâche au menu de 2 années qui succédèrent. Il connut des moments difficiles, tant physiques que psychologiques, nécessaires, s'en convainquit-il, pour s'accoutumer aux situations extrêmes à venir. Il s'impliqua. Sa peine et son labeur assemblés lui valurent bientôt le grade d'aspirant. C'est aux messes de la caserne, où lui et ses collègues avaient déjeuné pendant près de 2 ans, qu'il apprit qu'il devait partir pour les territoires d'outre-mer. Son nom figurait parmi une kyrielle d'autres sur la liste de ce régiment affecté en Angola. Tout d'abord, il fut galvanisé par l'enthousiasme, la découverte de la nouveauté, un nouveau monde, de nouvelles terres, des gens différents. Bref, l'occasion d'élargir son horizon. Puis la frénésie périma, cédant sa place à quelque chose de nettement plus froid, se traduisant jusqu'à l'angoisse qui étouffe la poitrine la veille des grands départs. Comme beaucoup de jeunes de l'époque, la notion de territoire où sévissaient guerre et malheur
affecta son état d'esprit. Ce n'est pas sans profonde mélancolie qu'il s'éloigna de sa terre, et sciant que lors de leur rencontre future, ils seraient différents, étrangers ou non l'un à l'autre. Qui pouvait le prédire? Revenait-on seulement inchangé après une longue absence? Ce matin de juillet, lui ainsi que ses compagnons, fussent-ils de fortune ou d'infortune, virent les collines verdoyantes défiler à bord de ce train qui les conduisait à Lisbonne pour embarquer sur le navire Vera-Cruz. Un magnifique paquebot transatlantique de quelques tonnes qui assurait le transport maritime entre le Portugal et ses colonies. Avant d'embarquer, ils saluèrent le représentant de son Excellence le ministre des Armées en défilant à pas ritualisé sur le quai Rocha do Conde ao Óbidos lors d'une de ces cérémonies répétitives, fastidieuses, néanmoins incontournables. Ils embarquèrent à 10 heures du matin, une heure bien choisie, s'amusa-t-il, car avec les retards, il était déjà midi, et le repas d'ores et déjà prêt sur le bateau. Certains militaires avaient fait venir leurs proches pour d'interminables adieux. Il y eut des mouchoirs agités, des cris. Certaines des mères, épouses et fiancées venues de tout le pays versèrent des torrents de larmes. Le bruit grave et imposant de la sirène du navire brisa le silence, annonçant le départ. Puis il s'en fut, s'éloignant indifférent à la clameur et même à la beauté lumineuse des collines de Lisbonne. Entassés sur le pont, ces hommes, le regard humide, observaient l'église de Santa Engracia se réduire à un minuscule pixel, puis la tour de Belém diminuer, enfin le Tage se transformer ce jour-là en une vallée de larmes. Un peu plus tard, seule la brume que furent désormais les montagnes de Sintra s'éloignait à leur suite, ultime résidu du Portugal métropolitain. Enfin, ils plongèrent dans l'océan infini en direction de l'inconnu. Sur le Vera-Cruz, ils profitèrent du luxe et des raffinements qu'offrait le navire, incluant entre autres piscine, cinéma et salle de jeu. Les heures s'écoulaient lentement, bercées par le doux roulis du navire. Pour eux, il valait mieux monter sur le pont, prendre l'air et observer la mer, réservant quelquefois d'agréables surprises. Des poissons volants, poursuivant le navire, d'autres plus gros, remontant à la surface de l'eau pour faire un tour à l'horizon. Contempler les mouettes, se raconter des histoires, jouer aux cartes et se détendre. Au fil des jours, la traversée se déroulait sous un ciel sans nuages, baignant dans la lumière dorée du soleil. Le navire glissait sur l'océan, effleurant à peine les vagues, élégant et majestueux. Le soir, il se retirait dans la cale pour dormir le sommeil du juste, malgré le bruit gênant provenant de la salle des machines. Certains jours, le voyage était davantage monotone et les nuits tourmentées par le spectre des hypothétiques dangers prochains. La nuit, le bateau était illuminé, projetant des ombres mouvantes sur les flots. Les étoiles brillaient dans le ciel, plus nombreuses et plus brillantes que jamais. À mesure que le Vera-Cruz avançait, la mer se changeait, passant du bleu profond à un bleu légèrement plus trouble. La présence féminine était rare, mais les quelques femmes dans l'équipage suffisaient à humaniser le bateau. Certains souffrirent du mal de mer,
passèrent un mauvais moment, mais en général, tous apprécièrent la traversée. Le navire fit une escale à São Tomé et Príncipe, y débarqua quelques passagers pour enfin accoster au port de Luanda un mois plus tard, à 4h30 un matin. L'arrivée à Luanda fut marquée par un mélange d'excitation et d'appréhension. Dans les premières heures du jour, les rues étaient bondées de gens qui se pressaient pour apercevoir le navire. Les soldats, quant à eux, se rassemblèrent sur le pont, admirant la vue sur la ville. Les couleurs vibrantes des bâtiments, les odeurs exotiques des produits locaux, les bruits de la vie quotidienne s'entremêlaient pour former un tableau unique. Les camarades n'eurent la permission de débarquer que 2 heures plus tard. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils apprirent non sans un certain soulagement qu'ils rejoindraient Cabinda. Ils avaient craint d'être affectés dans une zone davantage périlleuse. Ils se disaient de l'enclave qu'elle était relativement calme, mais sans doute était-ce une manœuvre de plus visant à rassurer plutôt que la vérité la plus nue. Lorsqu'ils furent autorisés à débarquer, les hommes se dispersèrent en petites formations pour parcourir la ville le temps de la journée, et ce, jusqu'au crépuscule avant de prendre la mer pour leur terme ultime. Une émotion quelque peu étrange les envahit sur la vedette Harriet de la marine portugaise qui les mènerait à Cabinda, un panaché de peur et de curiosité. Ils posèrent leurs sacs sur le pont que les marins avaient pris le soin de recouvrir de bâches et s'installèrent sous celle-ci pour la nuit, ayant pour matelas la couverture métallique du bateau et le ciel étoilé comme toit. Ils passèrent tout de même une nuit entière sur l'embarcation, sous le climat africain spectaculaire, sans souffrir de la fraîcheur. Au petit matin, ils furent réveillés par les rayons de soleil qui perçaient à travers les bâches. Ils se levèrent et se préparèrent pour accoster au port de Cabinda. De là, ils se rendirent en berlier en direction de la caserne. Le trajet fut épique. Les camarades installés sur les banquettes en bois dur, tandis que le véhicule cahotait sur la route de terre battue. Au fil du trajet, ils furent témoins de ce paysage étrange, sauvage, constitué de vastes étendues d'herbes hautes, de forêts luxuriantes et de savanes parsemées de lacs et de rivières. À l'approche de Landana, le paysage se fit plus urbanisé, avec des bâtiments administratifs et des rues pavées. La chaleur était étouffante et la poussière soulevée par le berlier s'insinuait partout, mais ils étaient heureux d'être arrivés à destination. Dans le camp, un agrégat de bâtiments était disposé face à face, dégageant un espace central où flottait un drapeau portugais. Côté est, il y avait les cuisines, un dépôt de nourriture, une cantine, un mess et un bar. Sur le côté ouest, 4 baraquements dotés de sols en ciment, des couchettes recouvertes de moustiquaires blanches, des lavabos et des toilettes à l'arrière. Les murs étaient faits de planches superposées et écaillées, et le plafond de feuilles de zinc, ce qui rendait l'espace chaud par beau temps et bruyant sous la pluie. Les camarades se familiarisèrent avec leur nouveau quartier. Le jeune homme ignorait tout de la vie dans cette latitude lointaine et exotique. Il faisait partie des nouveaux arrivants, qu'on baptisait les chalumeaux, et les anciens, la plupart sur le départ, lui prodiguèrent quelques conseils succincts. Il passait son temps libre à se promener sur la plage et à parcourir les bars et restaurants de la ville. Il prenait soin de ses armes et écrivait régulièrement à sa famille. À la nuit tombée, une fantastique lueur éclairait tout alentour.
Il se donnait régulièrement à la caserne des fêtes auxquelles étaient conviés nombre de civils, notamment commerçants, bûcherons et familles ayant noué des liens plus étroits avec les anciens. D'énormes gueuletons, principalement pour les départs, et justement, il s'en organisait une le lendemain. Quelle belle occasion pour lui d'évacuer le stress accumulé jusque-là. Les chalumeaux obtinrent la permission d'y participer. La soirée débutait à peine, avec sa part de mystère. Quelque peu mal à l'aise, certains camarades tentèrent malgré tout de timides échanges avec les convives. Elena, sa sœur et ses parents étaient de la fête, comme souvent, tout comme quelques autres familles d'assimilados. D'un côté se tenait son père, en grande conversation avec l'officier supérieur qui le flattait une fois de plus pour l'éducation catholique donnée à ses filles. Ce dernier le gratifiait d'un large sourire, empreint de fausse modestie, l'incitant à poursuivre ses éloges. Près du bar, sa mère, quant à elle, s'était jointe à ces jeunes fraîchement arrivés de Maputo, profitant de l'occasion pour leur vanter les biens et services de leur maison de commerce. L'un d'entre eux, particulièrement aimable et accessoirement bel homme, accrocha son attention. La conversation qu'elle avait eue quelque temps auparavant avec Pedro à propos de sa nièce Gloria lui revint en mémoire. Ce jeune homme ferait parfaitement l'affaire, pensa-t-elle. Lançant un regard vers son époux, elle lui fit signe de s'approcher. « Manuel, viens que je te présente notre nouvel ami qui vient du Nord, comme toi. » Il s'avança sur le champ, impatient de prendre des nouvelles fraîches de sa terre. « Alors, jeune homme, que devient le Douro ?